Elle est belle, elle est curvy chaloupée. Pompounet? Il est où le pompounet? Il est à qui le pompounet? Yo les Shrap Boys, j'espère que ça pimpe. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est la fameuse vidéo où je vous explique de A à Z comment on fait un Speeduino. Ici j'ai un kit que je n'ai pas encore monté, donc on va le faire ensemble. Je vais vous montrer du moment où tu reçois ce kit jusqu'au moment où tu démarres ta voiture avec. Je vais vous transmettre tout ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes galères. Donc voilà, à la base je voulais faire un live, mais vous étiez extrêmement nombreux à répondre positivement à ce live. Cependant, vous aviez fait la remarque comme quoi les lives, il faut les rediffuser, sinon vous allez 100% les rater. Donc, vu qu'un live c'est moche, la qualité n'est pas folle et j'ai pas envie de rediffuser un live parce que ça détruit le feed de mes vidéos, j'ai préféré faire une longue vidéo, longue, chiante, mais pédagogique. Elle ne sera pas aussi marrante que d'habitude, mais ce n'est pas le but. Aujourd'hui, le but c'est de vous transmettre tout ce que je sais pour fabriquer un calculateur soi-même, donc soit Speeduino, soit n'importe quel autre calculateur, n'importe quel autre truc que tu veux mettre dans ta caisse. Voilà. Avant de continuer, je tenais à remercier NextPCB d'être le partenaire de cette vidéo. Donc je fais appel à leur service à chaque fois que j'ai à fabriquer des cartes électroniques. Ils sont hyper chauds dans le domaine et ils rigolent absolument pas sur la qualité. Là, tu vois, tu as les certificats de conformité qui arrivent avec chacune de tes cartes. Ils bossent pour Tesla, Huawei, Samsung, etc. Bref, ils rigolent absolument pas. Et d'ailleurs, sachez que pour la première commande sur le site, pour fidéliser l'audience, ta commande est gratuite. Donc si tu as envie de faire fabriquer des Speeduino ou autres cartes en rab de moins de 10 par 10, le Speeduino c'est 99 par 99, tu peux commander moins de 10 exemplaires, tu payes juste genre 10 € de frais de port. Et donc voilà, c'est hyper avantageux. Et à ta première connexion sur le site, en plus de ça, tu gagnes un bon d'achat de 100 € pour prototyper. Et du coup, pour faire fabriquer des cartes, c'est pas du tout compliqué. Tu drag and drop le fichier sur leur site. Et là, tu vois 0 €. Tu fais ajouter au panier, boum, tu commandes et tu es un homme riche. Et enfin aussi, bon à savoir, ils font pas juste la fabrication du PCB. Ils font aussi les montages, assemblages de composants. Et ils vendent aussi à part les composants. Si ça t'intéresse, sur leur deuxième site HQ Online, ils vendent des centaines de milliers de composants électroniques à des très bas prix. Donc, si ça vous intéresse, tous les liens sont en description. Et sur ce, on continue. Autofocus. Autofocus. Ouais, autofocus. Bah alors, fromage frais, moi aussi j'ai une nouvelle caméra. Autofocus de PIM, stabilisation de PIM, full frame. Panasonic mon pote. 2500 balles. Petit récap avant de rentrer à sec et parler de Speeduino et de gestion programmable sans même savoir pourquoi on parle de ça, je me permets de faire un petit rappel sur le fonctionnement de tout le bordel électronique et tout le bordel de capteurs qui se trouvent sur ton moteur. Alors, tu as bien compris que les années 60, c'est terminé. Les carburateurs, c'est démodé. Les cadjetroniques, c'est démodé. Maintenant, la mode, c'est les injections électroniques. Ok ? Qui dit gestion électronique dit tout un tas de bordel chiant qu'il faut gérer de façon électronique et ça fait peur à beaucoup de gens. Et je comprends tout à fait pourquoi moi aussi j'ai flippé comme un porc quand je suis rentré là-dedans. Je vous explique. Si tu es sur cette vidéo, je pense que tu sais que le moteur, tu as un piston qui est monté, qui descend, qui fait boum boum. C'est rigolo, ça tourne et ça fait avancer ta caisse. Ok ? Mais pour que ça fasse boum boum et que ce soit rigolo, il faut que tu injectes de l'essence et que tu déclenches l'allumage au bon moment. Si tu injectes et que tu allumes quand ton piston il est en bas, ça ne va pas aider des masses, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu as un capteur. Le premier capteur que je vais vous expliquer, c'est le capteur de position de vilebrequin. C'est pour moi le capteur le plus important dans un moteur parce qu'il permet de dire au calculateur quelle est la position très exactement de chacun de tes pistons et quand injecter et quand allumer. Ce capteur, en fait, il est mis sur un système de roue dentée. Donc, tu as une roue dentée sur le vilebrequin qui tourne et tu as un capteur à côté qui est en fait un capteur de proximité. Dès que tu auras une dent qui va passer devant, il va détecter un signal, il va l'envoyer au calculateur. Ce capteur, non seulement c'est le plus important de ton moteur, mais c'est aussi le plus chiant. Parce que dès que tu as une paire de synchro, dès que tu as ton injection qui fait n'importe quoi ou ton allumage qui fait n'importe quoi, tu sais que c'est ce connard-là qui t'a envoyé soit un signal de merde, soit entre-temps sur le fil, tu as eu un signal parasite
qui est passé et qui a envoyé une fausse alerte au calculateur et qui a très mal interprété le signal. C'est le plus chiant. Dès que tu as des problèmes, 99% du temps, c'est lui qui fait chier, mais tu n'as pas le choix. Il faut que tu l'utilises, tu vois. Il faut que tu te démerdes pour que tu aies le moins de forage possible. Un capteur comme ça, tu en as aussi assez souvent sur l'arbre à cam, donc un deuxième capteur d'arbre à cam du coup. Et celui-là, par contre, il n'est pas forcément obligatoire. Tu vois, quand tu fais un truc un peu ghetto, tu n'es pas obligé de l'utiliser parce que comme j'ai dit, celui-là, c'est un nid à problème. Celui-là, c'est un deuxième nid à problème. Donc, évite de multiplier tes problèmes. Moi, je l'ai fait parce que c'est rigolo, les problèmes. Mais moi, je te conseille de peut-être même pas l'utiliser, tu vois. Et il faut que tu gères tous les capteurs de température et d'autres informations annexes autour de ton moteur, notamment la lambda. Ça sert à mesurer la richesse air essence. Si tu es trop pauvre, tu trouves ton piston. Donc, tu as tout à fait intérêt de connaître la richesse air essence si tu ne veux pas niquer ton moteur en 2 secondes. Ensuite, tu as les capteurs de température d'air à l'admission, capteur température du radiateur, de l'eau, du liquide. Tu as aussi un capteur MAP, c'est un capteur de pression. En fait, ça sert à, par exemple, quand tu lâches ta pédale, tu as le papillon des gaz qui est fermé. Donc, tu as une dépression. Le moteur, il essaie de sucer, mais il n'arrive pas parce que le papillon, il est fermé. Donc là, ce capteur, il est en dépression. Il envoie l'information au calculo et le calculo, il sait que tu as lâché la pédale. Donc, il sait qu'il doit arrêter d'injecter comme un connard, tu vois. Donc voilà, tout un paquet de capteurs, tout un paquet de trucs qui permettent de faire une symbiose de chucho boom boom avec ton moteur. Et c'est pour ça qu'il faut que tu installes une gestion prog parce que ces trucs-là, d'origine, ils sont super bien, ils sont impeccables. Mais quand tu veux faire du tuning, tu veux mettre du turbo, tu veux mettre des trucs de ouf, et ben ces calculs d'origine à reprogrammer, et ben mon pote, sauf si tu parles l'hexadécimal, je pense pas que tu vas y arriver. Un like pour Pompon. Gouzi le pompounet, bon oui. Donc maintenant que tu as compris à peu près l'introduction et à quoi sert un calculateur, là on va rentrer dans le dur et on va parler Speeduino. Alors, comme je l'ai dit, Speeduino c'est un projet qui est open source. Il y a des mecs qui ont repris le truc d'un autre mec et qui ont refait à leur sauce et qui ont revendu leur sauce, titre. Et du coup, tu te retrouves avec plein de modèles de Speeduino avec plein de gammes de prix différentes. Tu as même des modèles plug and play pour les Mazda de gros Kikou Jap ou alors des BMW des BMW. Donc si jamais tu as ces caisses-là, tu peux acheter pour genre 300 balles des Speeduino plug and play. Seulement, pour les autres mecs ruinés qui ont genre une vieille Clio 2 rincée à 100 balles et qui veulent lui mettre une gestion prog et lui faire du sale sur circuit ou je ne sais quoi, eh ben, le seul Speeduino que je recommande, c'est le Speeduino 0.4.3b, ou c'est pareil. Mais en gros, celui-là, je le recommande parce que c'est le moins cher. Je me vois pas et je vous vois pas acheter à 400 balles un Speeduino plus cher et plus évolué. Pourquoi faire? Tu as déjà des gestions qui ont été testées et approuvées et peut-être même plus performantes qu'à 400 €. Bon, je pense pas. Je pense pas que tu trouves plus puissant que du Speeduino à une gamme de prix de 400 balles. Pour un Speeduino, je ne mettrai jamais plus de 150 €. C'est ça que je veux te dire. Donc ce Speeduino-là, tu peux même devenir revendeur si tu as envie parce que c'est un truc open source. Je vous mets la liste tableur Excel des composants en description. Si tu as envie, tu achètes tes composants sur HQ Online, tu les ramènes de Chine en quantité plus grosse, tu vois, en container. Et puis tu achètes des PCB, tu les fais faire. Pareil, le design, je le fournis. Et tu peux même faire tes propres cartes et les vendre à d'autres mecs. Tu vois, tu fais ce que tu veux, c'est open source. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. En gros, le seul que je recommande, c'est celui-là. Parce qu'il coûte très peu cher, 150 balles, et tu l'achètes en kit que tu fais toi-même. C'est pour ça que c'est méga pas cher, parce que tu n'as pas la main d'œuvre derrière. En fait, le Speeduino, là, tu as plein d'entrées capteurs, tu en as plein. Tu as un paquet de trucs que tu peux surveiller. Tu as 2 capteurs, un capteur cam et un capteur crank, donc tu peux tourner en séquentiel jusqu'à 4 cylindres, avec 4 sorties d'injecteur et 4 sorties d'allumage. Et ça, c'est relativement puissant. Parce que tu peux même faire tourner des V8 avec ça, déjà des 4 cylindres, tu peux grave t'amuser avec. Mais ensuite, tu peux faire tourner des V8 et c'est pas une blague. Parce que si tu appaires tes sorties, tu mets 2 injos par sortie et 2 allumages par sortie, tu fais tourner un putain de V8. Et le fait d'appairer des cylindres, ça se fait très très couramment. Donc avec ce petit truc de merde, tu fais tourner ton V8. Et moi, je trouve ça plutôt cool.
Ensuite, tu as énormément d'autres sorties pour des différents relais. Tu peux piloter des tas de relais avec ça. Tu peux piloter des tas de trucs méga pimp, genre le VVT, le déphasage des arbres. Je crois même que tu peux piloter du VTEC. Je veux pas dire de conneries, mais je suis presque sûr que tu peux. Il y a un mode pour faire du VTEC avec ça. Tu as des trucs pour la gestion du boost en PWM, tu as du idle control. Maintenant que tu as compris à peu près ce qui fait l'avantage du Speeduino, on va parler aussi des inconvénients. Alors, franchement, moi, j'en vois deux des inconvénients. Déjà, un, tu peux potentiellement avoir plus de galères à l'installation. Une fois que ça tourne, je pense que ça tourne super bien. Mais lors de l'installation, tu peux avoir des petites galères parce que les docks sur Speeduino, tu trouves que des trucs anglais. Et le deuxième inconvénient, c'est que pour les motos, si tu veux faire tourner une moto 4 cylindres à 16 000 RPM avec ça, là, je pense que tu pourras pas. Tu peux piloter un moteur jusqu'à 9000 tours en séquentiel, balèze-tech, tu vois. Mais dès que tu rentres sur des moteurs de moto qui rêvent à 15 000, là, gros, non, prends pas Speeduino. Donc maintenant que tu as compris ça, on peut passer au déballage des cartes et à l'assemblage. Alors le kit, voici comment il se présente. Tu as tout un paquet de petits sachets de coke avec des composants à l'intérieur. Et chaque petit sachet de coke, tu as la référence de ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est un condensateur qui se met en place de C18. Et tu prends C18 sur la carte, tu trouves le C18 et tu le mets au bon emplacement. Donc là, tu n'as pas besoin d'être un génie pour faire ça. Tu as juste à lire le sachet et pas te tromper, mettre ça au bon endroit. Certains composants sont polarisés. Donc les composants où il y a un sens, je vais vous expliquer tout à l'heure. Et à part ça, tu as évidemment la board qui vient avec. Moi, j'ai commandé des boards en RAB chez NextPCB du coup parce que peut-être que je vais cramer des cartes ou peut-être que je voudrais faire des tests. Donc moi, je pense que c'est toujours bon d'en avoir en RAB, tu vois, c'est pour ça que j'en ai. Mais bon, toi, tu t'en fous peut-être un peu. Ici, j'ai acheté sur Amazon pour 15 € un Arduino Mega contre une copie chinoise d'Arduino. D'après des électroniciens qui m'ont contacté, c'est mieux que les Arduino officiels. Donc, et Lego, ils ont encore plus de bons ratings positifs sur Amazon. Donc j'ai pris ça chez eux et normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ça c'est l'Arduino Mega qui va se brancher sur le Speeduino à l'arrière. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé cette carte. Cette carte, c'est un ArduSteam. Ça sert à stimuler en fait les entrées-sorties de ta carte pour imiter en fait le fonctionnement d'un moteur. Là, tu as des potentiomètres. Où tu fais varier des valeurs comme sur le moteur tout simplement et tu vérifies ton signal avant de brancher ça sur ta voiture et tout cramer. Vaut mieux avoir une petite carte de test comme ça coûte 30 €. Le kit c'est 115 €, ça c'est genre 30 € et l'Arduino c'est 15 €. Donc voilà, en gros tu t'en sors, si tu n'achètes pas ça tu t'en sors pour à peu près 150 balles, si tu achètes ça tu en auras peut-être pour 180 balles mais ça c'est pas obligatoire du tout. Donc là, on va commencer l'assemblage. Pour ça, vous prenez la carte et tout ce que vous avez besoin, c'est un fer à souder et de l'étain. C'est tout con. Mais par contre, moi, je vous recommande un certain ordre de montage pour pas que tu galères ensuite. La première fois que j'ai fait un Speeduino, j'ai galéré pour certaines pattes parce que j'avais des trucs soudés à côté et du coup, je faisais n'importe quoi. Donc, je vous recommande de suivre un certain ordre. Notamment, je vous recommande de commencer par l'ULN. Ça, c'est la carte ULN. C'est un petit composant à 8 pattes et ça sert en fait pour tes relais de puissance. Alors, cette histoire d'ULN, cette petite raton à plein de pattes électroniques, c'est en fait un enchaînement de Darlington. C'est comme s'il y avait, en gros, si je résume, c'est comme s'il y avait plein de MOSFET à l'intérieur. Donc, ça sert à faire passer un signal de faible puissance pour activer un signal de haute puissance, entre guillemets. Notre but, en fait, c'est que l'Arduino puisse envoyer des signaux pour activer des relais. Ces relais, ils vont servir à la pompe à essence, au output du tachymètre, c'est-à-dire le rev counter de la voiture, le ventilateur, le flex sensor qu'on va remplacer par la NOS, parce que je n'ai pas besoin de flex sensor, on s'en bat les couilles. Mais voilà. En gros, là, on a des sorties vers des relais. Et ces relais, il faut genre 200 à 300 mAh pour les activer. Et l'Arduino, elle peut sortir quoi, 10 mAh, 50 mAh et au-delà, elle crame. Donc c'est pour ça qu'il faut faire intervenir ce petit truc qui sert en fait à prendre des signaux sur ces pins-là et envoyer entre guillemets de la puissance sur ces éléments-là. Donc ça prend le ground, ça prend le 12 volts sur les deux pattes du bas. On a 4 pattes à couper,
parce que c'est des pattes qui vont à, par exemple, le launch control, c'est juste un interrupteur. Et là, c'est le capteur de température. Donc, c'est un capteur, c'est une entrée. Il ne faut pas que l'entrée passe à travers la puce. Donc, on les coupe les pattes, comme ça, il n'y a pas de problème. La première étape, c'est que tu vas prendre les pattes de ce composant et tu vas légèrement les écarter comme ça. En fait, il faut les écarter parce qu'il faut qu'ils pontent. Il faut qu'ils pontent la première rangée ici et la dernière. Donc, c'est pour ça qu'on va l'écarter pour le mettre comme ça, tu vois. Genre à cheval entre la première et la dernière rangée. Et ensuite, tu le prends avec l'encoche, donc cette espèce de demi-lune là, vers le haut. Et les deux pattes, ici, là, tu les écartes. Ces deux autres pattes, tu les écartes à mort, comme ça. Et ensuite, ces pattes-là, tu vas les couper. Au début, ça va te faire flipper hein, de couper les pattes d'un composant que tu as payé. ça fait chier, mais t'inquiète, fais confiance. Faut juste pas se planter sur lesquels tu coupes. Voilà. Cette patte-là, tu vas la lever, comme ça. Il ne faudra pas qu'elle touche le circuit. Ça, c'est le ground et ça, c'est l'alimentation plus 12. Et sur la zone de prototypage, il n'y a pas de plus 12. Donc, il va falloir emmener un câble du plus 12 ici. Donc, voilà comment va être ton composant. Tu auras les 4 pattes coupées du côté opposé de la demi-lune qui indique le sens vers le haut. Et tu auras cette patte qui sera levée. Parce qu'en fait, cette patte, c'est le ground. Et ici, sur la zone de prototypage, tu vois, tu as un petit GND. Par contre, de l'autre côté, tu n'as pas de plus 12. Donc cette patte, vu que tu vas lui emmener de la puissance de cet endroit-là avec un fil qui va aller de là à là, il faut que cette patte, tu la lèves. Donc celle-là, elle est levée. Et maintenant, on le met comme ceci. Tu as les pattes ici dans la première rangée. Là, dans la dernière rangée, qui va directement au pin-out en sortie, tu vois, tu as les petites flèches. Cette patte qui est levée, qui ne touche pas le circuit, et cette patte dans le ground. Et ensuite, avant de tout souder, tu te démerdes pour trouver une résistance de 10 kΩ. Ça, c'est une résistance de 10 kΩ que j'ai toujours dans mon ancien lycée. Et tu vas la mettre entre la première patte non coupée et la dernière qui est levée. Donc, tu vas mettre la résistance dans le même trou que cette patte-là. Voilà ce que ça va donner. Et maintenant, tu soudes tout ensemble. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a une résistance déjà fournie dans le paquet et je l'avais juste pas vue parce qu'elle était couleur foncée. Donc en fait, t'as pas besoin d'en trouver vu qu'elle est déjà dans le paquet. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout soudé en place. Et dernière chose avant qu'on n'en parle plus, c'est qu'il va falloir faire un pont. Un pont entre ce trou-là. Ça sert à rien de ponter celui d'en dessous parce que tu vois bien qu'il n'y a pas de piste. Alors que là, il y en a une qui va ici. Donc de ce trou-là à ce trou-là avec un tout petit fil qu'on va mettre pour ponter, pour relier les deux en fait. Et voilà ce que ça donne. Là globalement je peux affirmer qu'on a fait le plus chiant. Donc ça c'est le seul truc où il n'y a pas vraiment d'indication. Faut couper des pattes, faut plier des pattes. Ça fait un peu flipper, surtout si tu te trompes et tu as niqué la patte, tu l'as bien dans le cul. Donc ça faut que tu sois vachement vigilant. Et sinon tout le reste c'est du plug and play. Mais on profite du fait que la carte est encore bien vide et qu'on voit bien encore les marquages parce que quand tu auras plein de composants, ça sera tout obstrué, tu verras que dalle. On va mettre les composants qui ont un sens. Tu sais, les trucs où tu as un plus et un moins qu'il faut mettre du bon côté. Donc pour ça, tu as quelques condensateurs et des LED. Tout d'abord, tu as deux condensateurs C16 et C14 qui sont dédiés au système de régulation de la tension et ceux-là, ils ont un sens. Donc tu vois, si je les sors du paquet, tu vois, j'ai un petit plus indiqué du côté de la patte la plus longue et la patte la plus longue, je la rentre du côté du trait. Tu vois, tu as un trait là sur la carte et tu mets le plus là-dedans. Les condos, c'est fait. Ensuite, tu as les diodes. Tu vois, sur les diodes, tu as un sens parce que tu as un petit trait gris. Et ce trait gris, c'est tout con. Tu le mets du côté du trait blanc sur la carte. J'ai mis les condensateurs et les diodes qui sont polarisés. Et avec ces éléments où tu peux te tromper dans le sens, ce que je te conseille, c'est de ne pas les plaquer sur la carte électronique. Tu les mets un peu surélevés. Comme ça, tu vois encore le marquage en dessous. Et si tu veux checker si jamais ta carte ne démarre pas, si tu veux vérifier si tu t'es trompé ou pas, tu n'as pas besoin de les dessouder, tu vois directement le marquage en dessous si tu l'as respecté ou pas, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, c'est un truc critique où je me suis fait méga niquer la première fois que j'ai fait le Speeduino. Ma carte ne marchait pas parce que je me suis trompé dans le sens des LED. Là, c'est hyper piégeux. Ici sur la carte, tu as des petits emplacements pour souder tes LED. Et tu vois, tu as un petit carré et un petit rond. Ce petit carré,
en fait, au lieu de mettre un moins dessus, ce qui se fait généralement, et ben là, tu mets la patte longue de ta LED. Tu vois, la patte longue, en fait, c'est un plus. Et cette patte longue, tu la mets dans le petit carré. T'inquiète, fais-moi confiance, c'est comme ça que ça marche. Et bien voilà, 3 heures et un faux raccord plus tard. Mon Speeduino est terminé. Voici ce que ça donne. Focus tes grands morts là! Voilà ce que ça donne. Donc vous constaterez que les transistors ici, je les ai directement soudés sur la plaque et je ne les ai pas rallongés avec des fils pour les plaquer sur un truc métallique pour mieux les refroidir. Parce que personne fait ça et que ça marche très bien sans les refroidir. Donc je me dis, je ne vais pas vous emmerder avec mes histoires de refroidissement. Et surtout que cette carte, vu que je la fais de A à Z, je vais installer les logiciels dessus. Je vais faire tourner ma caisse avec pour vous montrer de tout. Cette carte, elle sera prête directement à l'emploi. Tu la branches dans ta voiture et ça fonctionne normalement. Donc en gros, je vais la vendre vu que j'en ai pas besoin et que je l'ai achetée en trop. Je la mets sur le bon coin, toute prête à l'emploi. Donc premier arrivé, premier servi. Et là où je veux en venir, c'est que je veux pas vous emmerder avec mes histoires de refroidissement. Vous prenez plus de risques à faire cramer vos transistors qu'autre chose. Donc laisse tomber. Lien le bon coin en description. Et sinon moi, je vous retrouve sur l'ordi et on installe tout le bordel dessus. Oh non, attendez, je m'emballe. Avant de passer sur l'ordinateur, il faut que je vous briefe sur où se trouve quoi sur cette carte. Si jamais ça vous arrive de cramer un composant, l'avantage c'est que tu as juste à l'enlever pour quelques euros, tu le changes et tu es reparti pour un tour. Je pense pas que ça arrive parce que tous les composants ici c'est des composants officiels, ST Microelectronics, machin, c'est que de la très grosse marque. Donc il y a très peu de chances qu'il y a quelque chose qui crame. Mais si jamais tu as du dépannage à faire, si tu as des trucs que tu as mal branchés, au moins tu sauras où est-ce que tu vas regarder. Alors on commence par le début. Là tu as une entrée 12 volts. Mais vu que pas toute cette carte utilise du 12 volts, l'Arduino et d'autres trucs utilisent du 5 volts. Ici, tu as un composant qui ressemble à un MOSFET qui est en fait un régulateur de tension. Donc celui-là, il abaisse la tension de 12 volts à 5 volts. Et tu as tous ces petits amis ici, les condensateurs de lissage, varistor, bref, diode. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le circuit d'allumage, enfin, le circuit de régulation de la tension, il se trouve ici. Ensuite, on rentre dans la partie pilotage des injecteurs. Tu as un MOSFET par injecteur. En dessous, tu as exactement les mêmes MOSFET que pour l'injection, mais ceux-là, ils sont dédiés aux sorties annexes, comme par exemple le VVT, le contrôle PWM du ralenti, de la vanne de ralenti, le boost, la valve de boost, etc. Donc ça pilote les sorties annexes. Là, tu as des résistances qui sont bien balèzes, qui sont en fait dédiées à la protection des sorties des injecteurs, je crois. Si tu es un connard qui branche cette carte ou n'importe quelle gestion programmable, bon, peut-être pas n'importe laquelle, mais en général, les gestions programmables, elles détestent les injecteurs faible impédance. Un injecteur de faible impédance, c'est un injecteur de moins de 8 ohms. Tu mesures tes injos, si tu es en dessous de 8 ohms, il faut que tu les changes parce que tu vas tout cramer. Si tu es au-dessus de 8 ohms, ça va, c'est bon. Mais en tout cas, ces résistances, je crois que c'est Amesis Project d'ailleurs qui me l'a dit, elles ont une valeur trop faible pour protéger si jamais tu as fait de la merde, mais une valeur, s'ils mettaient une valeur plus élevée, ça marcherait plus. Donc en gros, ces trucs-là, c'est plutôt homéopathique, ça sert vraiment à rien, je pense. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que ça sert à rien. Ici, tu as deux petits chips à 8 pattes qui sont dédiés chacun à deux allumages, je crois. Et là, tu as les LED témoins. Donc, si tu as un problème d'allumage, c'est là-dessus. D'ailleurs, tu vois, tous ces trucs comme ça, je les ai mis sur des petits plots. Donc, tu peux les enlever, les remettre, il n'y a aucun problème. Si jamais tu en crames un, tu n'as pas besoin de tout dessouder. Je t'ai fait ça propre. Ici, tu as un truc qui ressemble à ça, mais c'est autre chose. C'est en fait des sécurités pour les entrées capteurs. Si jamais tes capteurs de température, de machin, de quelque chose, tu as fait de la merde, je ne sais pas ce que tu as branlé, mais si tu as fait de la merde, ce truc-là, il va sauter. C'est ça, en fait, la protection, je crois, pour éviter de cramer l'Arduino. Ça, c'est le premier qui va fumer. Ici, tu as un emplacement libre pour mettre un contrôleur de moteur pas à pas. Tu as la référence ici. Si jamais tu en as besoin, tu l'achètes et tu le branches. C'est plug and play. Mais franchement, je ne pense pas que tu en auras besoin parce que c'est pour les contrôleurs pas à pas. C'est quand tu as un moteur de ralenti à 4 fils. Je ne sais pas si tu auras ça. Je crois que c'est assez rare. Mais voilà, tu sais, tu as les références ici. Si tu as besoin, t'achètes.
Là, tu as le VR Conditioner, c'est le petit module qui sert en fait à interpréter correctement les signaux des capteurs Hall, donc les signaux des capteurs VR, pardon. Là, tu as un sens, tu as une petite demi-lune. Tu vois, là, tu as une petite demi-lune et la demi-lune se met là où tu as, dans ce sens-là, tu fais pas chier et tu le mets dans ce sens-là. Là, tu vois, tu as un espace là. Bah, c'est là que tu mets la demi-lune. Bref, ça se met comme ça et ça, il te le faut si tu as des capteurs VR. Si tu as des capteurs Hall, tu n'en as même pas besoin. Et par contre, tu as des jumpers. Tu vois, il faut que tu regardes la documentation technique pour mettre les jumpers. Là, tu as un jumper VR ou Hall, ça dépend de tes capteurs pour le cam et le crank. Tu les mets là où il faut, tu regardes la doc, je ne vais pas tout apprendre. Ici, tu as 5 volts, 12 volts pour le jumper. Moi, j'ai des capteurs 5 volts. Tu fais très gaffe hein, parce que tu peux les cramer. Donc, commence petit et je pense que beaucoup de capteurs fonctionnent en 5 volts. Tu te renseignes un peu et tu vois. Moi, je te mets le jumper sur 5 volts. Ici, il y en a encore deux que j'ai oublié de mettre. C'est pour des pull-up résistors. C'est si jamais tu as des capteurs Hall, potentiellement, il faudra que tu mettes les jumpers. Pareil, tu regardes la doc et tu te démerdes. Là, tu as le baromètre intégré à la carte. C'est celui que tu vas utiliser, je pense. Et là, tu as l'ULN qui correspond aux sorties directement. Bref, des trucs comme ça. Bon, on passe sur le PC et je vous explique la suite. Alors, la première étape, tu prends ton câble USB, tu le branches sur le Speeduino. Et ensuite, tu vas sur le site, tu tapes sur internet Speedy Loader, tu prends ce truc-là sur Download. Et ça dépend de ton PC, mais tu télécharges Speedy Loader. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, installé, ça prend pas beaucoup de place, c'est tranquille. Et maintenant, une fois que tu l'as installé, tu le lances. Là ça va te demander le firmware, donc la version que tu veux installer. Tu prends forcément le dernier, tu fais Choose Port, comme 5, c'est déjà détecté. Normalement sur Windows 10, les pilotes ils s'installent tout seuls, tu n'as rien besoin de faire. Tu fais Upload, et là, tu attends que ça touille jusqu'à ce que ça mette le système. Voilà, ça a terminé. En fait, là, ce que ça a fait, c'est que ça a mis du code Arduino. En fait, tu peux le faire manuellement avec le IDE Arduino, machin truc, mais franchement, ça sert à rien. T'as ça qui fait tout seul. Ensuite, tu fais Get Base Tune. Là, tu prends ce que tu veux. Si jamais tu as une BM ou une Mazda Miata de Kikujap, tu installes les trucs qui correspondent à ta voiture. Mais sinon, moi, je prends le générique Base Tune. Là, je fais Download Tune et tu la mets blablabla, tu fais download, tu la sauvegardes où tu veux dans ton dossier et tu fais save. Retiens là où tu l'as mise parce que tu en auras besoin tout à l'heure. Donc ensuite c'est bon et tu peux lancer Tuner Studio. C'est un petit logiciel gratuit. Forcément tu n'as pas toutes les fonctionnalités quand c'est gratuit. Genre tu n'as pas les diagnostics high speed loggers. C'est tout ce qui permet de loguer si jamais tu as un problème ou tu veux faire des enregistrements. Tu ne pourras pas malheureusement, mais bon, tu peux déjà faire des choses sans. Et ensuite Create New Project, tu t'appelles ça PIM Test, voilà. Là, tu le mets dans un dossier où tu veux, voilà, moi je le mets là, peu importe. Select, firmware, tu fais Detect, là ça va touiller, ça va chercher tes ports USB. Ça l'a trouvé, Accept. Ensuite, tu fais Next, là tu choisis AFR, température, tu mets Celsius. Tu mets la pression en bas au PSI, ce que tu veux. Hardware test, tu actives, c'est important, ça te permet de tester tes entrées-sorties sur le logiciel. Là, je sais pas ce que ça veut dire, mais je prends ça parce que ça a l'air beaucoup plus stylé. Là, tu choisis ce que tu as. Moi, j'ai un Arduino, tu peux faire ça avec du STM32 ou du Teensy, machin truc, mais bon, moi, j'ai le vieux Arduino tout pourri. Et puis là, je laisse comme ça et je fais Next. Ensuite, ça touille. Successful, ça veut dire que ça s'est connecté. Next. Finish. Et boum. J'ai mon système qui est déjà connecté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, je prends ma carte de test et je vais la brancher pour tester mes entrées-sorties et mon système. C'est franchement, t'es pas obligé d'utiliser ça. Parce que en vrai, même si tu branches direct à ta voiture, tu risques pas de cramer grand-chose. Sauf si tu rentres du 12 volts dans une entrée capteur ou dans un truc où il faut absolument pas, là oui tu vas cramer des trucs, mais franchement si tu te trompes dans les branchements, qu'est-ce qui peut se passer? Il va rien se passer du tout en fait, juste ça va pas marcher et puis tu sauras pas pourquoi et puis tu vas perdre du temps. Mais bon, moi je l'utilise comme ça je sais que c'est à peu près bon et ça me permet de vous faire une petite démonstration en live.
Mes températures, alors, sont-elles à l'ouest? Même pas, en fait, si je touille mes molettes, ça fonctionne. Tous mes compteurs sont bons, parce qu'en fait, je pense que j'ai déjà installé tout à l'heure. Mais là, maintenant, ce qu'on peut faire, enfin, vos trucs, ils seront à l'ouest, donc tu vas aller dans Tools, tu vas aller dans Calibrate, tous les trucs Calibrate ici, et tu vas les calibrer en mettant des trucs au pif, hein. Par exemple, là, pour calibrer l'accélérateur. Sur la carte, tu trouves l'accélérateur où il est, TPS, c'est celui-là. Tu le mets au minimum, voilà. Tu fais Get Current, et ensuite, tu le mets au max, à fond, et tu fais Get Current. Boum, accepte. Et donc là, maintenant, quand je vais le touiller, ça va fonctionner. Bon, c'est bien gentil, on a fait mumuse avec les molettes des capteurs, mais le plus important maintenant, c'est de tester les sorties injecteurs et allumage, et aussi l'entrée capteur RPM, donc le capteur de Vilebrequin. Donc c'est cette molette ici, et pour la faire fonctionner, eh ben, tu vas aller dans le logiciel, tu vas aller dans Settings, Trigger Setup, ici tu vas mettre Missing Tooth, 36, moins une dent, Crank Speed, Single Tooth Cam. Tu closes, là tu vas te mettre dans Engine constante, tu vas mettre séquential ici, séquential, pour avoir allumé le plus de LED possible. Et ensuite dans Spark, là dans Spark Settings, tu vas mettre séquential aussi. Tu vois, tu as Wasted Spark, Single Channel, blablabla, tu mets séquential. Comme ça on va tester tous les LED d'un coup, toutes les sorties d'un coup. Là tu bouges un peu la molette et tu vois là ça commence déjà à envoyer la sauce. Toutes mes LED qui clignotent. Là, ça me dit que j'ai 1600 RPM. Donc évidemment, c'est une simulation. Mais là, au moins, on a tout testé et on voit que tous les channels fonctionnent parfaitement. Donc ça marche que si tu branches la batterie. Sinon, les injecteurs, ils vont pas fonctionner. Et si jamais il y a des LED qui ne s'allument pas, c'est que soit tu t'es planté dans un MOSFET ou quelque chose, tu l'as mis à l'envers, soit que les LED, tu les as mis à l'envers. Donc tu vérifies, tu permutes des trucs et puis tu retestes. Bon alors là on en arrive à l'étape où on a bien avancé dans le Speeduino, il est terminé, on a même branché le PC dessus, on a mis le logiciel, il est prêt à tourner. Tout ce qui manque maintenant c'est que tu prennes les sorties qui sont là, et tu les branches sur ta voiture. Donc pour ça, je te jure, je te conseille mec d'utiliser ton faisceau d'origine. Sur ton faisceau d'origine, il y a des centaines d'ingénieurs de binoclars à lunettes qui ont bossé tous les jours pendant des années pour faire un bon faisceau. Et jamais de la vie, toi, avec zéro budget et des vieux fils de mer, tu vas réussir à faire un faisceau mieux que ce qu'il y a déjà dans ta caisse. Et en plus, sur ta caisse, tu as déjà tous les 12 volts, tu as déjà toutes les masses, tu as tout qui est déjà mis. Donc, tu n'as pas à te faire chier, tu as juste à retrouver des diagrammes sur Internet du schéma de câblage de ta voiture, des pins sur le calculateur d'origine et tu tires des fils que tu branches directement sur le Speeduino et c'est quasiment du plug and play. Tu as du travail mais c'est du plug and play et tu auras toujours moins de travail que si tu fais ton propre faisceau. Dans tous les cas, tu croises ce que tu trouves sur Internet sur ton faisceau d'origine avec le manuel Speeduino. Moi ici, je ne vais pas te montrer tous les schémas des injecteurs, des bobines d'allumage, des capteurs et tout ça. Tous les schémas sont disponibles sur le manuel Speeduino que tu vas lire. Il faut que tu lises et que tu le relises jusqu'à ce que tu comprennes tout et que tu adaptes ça à ton faisceau d'origine. Potentiellement, il y aura quelques fils que tu vas devoir couper, refaire, etc. Bon, tu checkes ça. Une fois que tu as bien checké ça, moi je te présente un petit overview des entrées-sorties que tu trouves sur le Speeduino. Tout d'abord, tu as 8 sorties pour les injecteurs. Donc, elles sont toutes appairées. Il y a 2 sorties qui font à chaque fois la même chose. Ensuite, tu as 4 sorties pour l'allumage. Tu as différentes masses à différents endroits, tout simplement pour que ce soit pratique. C'est toutes les mêmes masses. Les masses, de toute façon, elles sont toutes reliées. Tu as un pin, une entrée pour capteur map externe. Ça, c'est si jamais tu veux faire des corrections sur ta carto en fonction de l'altitude pour faire des deltas. Dans ce cas, tu utilises le baromètre intégré. Tu l'utilises pour mesurer la pression atmo et voilà, pour faire tes correctifs. Franchement, ça sert à rien. Je vois pas pourquoi tu ferais ça. Sauf si tu vas à la montagne ou je sais pas quoi, mais bon, peu importe. Donc, tu as le map, tu as du 5 volts que le jumper, en fait, tu peux le mettre en 12 volts ou en 5 volts. En fait, ça définit ce qui va sortir là. Moi, j'ai mis 5 volts parce que c'est plus safe.
Ensuite, tu as une entrée du capteur Flex Fuel. Donc ça, c'est si jamais tu veux faire un système bicarto. Tu sais, pour l'éthanol et l'essence, tu fais tes 2 cartos, tu as un capteur Flex Fuel et voilà, tu paramètres ça dans le logiciel. Tu as une sortie pour activer un relais du ventilateur, donc le ventilateur de refroidissement, mais dans 99% des cas, ton ventilo de ta voiture n'est pas piloté par le calculateur, c'est totalement indépendant. En fait, tu as un thermostat dans ton système de refroidissement qui s'occupe déjà de déclencher. Donc, te fais pas chier avec ce pin-là. Concrètement, je pense pas que tu vas t'en servir. Mais bon, si jamais tu as une voiture qui est câblée bizarrement et que ça rentre au calculo, bah écoute, tu sais que tu l'as et tu l'utilises. Sinon, ce que tu peux faire, si tu n'as pas besoin de ce port, tu peux lui réattribuer un rôle. Par exemple, tu mets la noce, tu mets une vanne pour la noce dessus et puis ça marchera très bien, tu vois. Ensuite, tu as une pompe à essence, donc le relais de la pompe à essence, le tachymètre qui te sort un signal créneau. Alors là, je vais être honnête, ça peut ne pas marcher sur ta voiture, ça dépend. Il y a des voitures qui utilisent un tachymètre branché sur la haute tension de la batterie, donc pour ça... ça va surtout pas marcher, branche surtout pas ça sur ton Speeduino. Mais bon, la plupart du temps, c'est un tachymètre normal qui prend un signal créneau de 0 à 12 volts et c'est exactement ce que tu as ici. Le launch control, là tu mets juste un interrupteur à la masse et hop, ça fait rapapapa bang bang et tu fais du launch control. Le capteur CLT, IAT, donc le capteur de température, la position de l'accélérateur et l'entrée lambda. Donc tout ça, c'est des entrées capteurs que tu as juste à tirer de ton faisceau d'origine. Une masse, si jamais tu as besoin, une masse et un 5 volts pour ton TPS, et bah, tu les tires d'ici, tu les branches de là tout simplement. Tu as les entrées pour le capteur d'arbre à cam et capteur de Villebrequin. Donc là, c'est VR+, VR-, machin truc. Mais si jamais tu as un capteur Hall, et bah, ces deux-là, tu les utilises pas. Et ceux-là, et bah, tu mets le jumper sur Hall et ces pins-là vont te servir pour les entrées capteur Hall. Pareil, ça, tu regardes les détails dans la notice, dans la documentation. Ensuite, tu as 4 pins pour un ralenti pas à pas. C'est le module complémentaire que je t'ai présenté tout à l'heure. C'est le truc que tu mets ici. Donc voilà, si jamais tu as un ralenti bizarre à 4 fils, et ben, tu sais où tu vas prendre les fils. Moi, j'ai utilisé un ralenti PWM 2 fils. Donc voilà, ça c'est ma sortie qui se met à la masse. Et de l'autre côté, c'est genre un plus 12 volts. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, ou c'est une masse. Bon, je sais plus, ça c'est peut-être un plus, peu importe. Tu relis ça. Si jamais tu as un truc à 3 fils, bah là tu as le 3e fil. Aussi, tu as une sortie pour le boost. Le contrôle du boost, c'est l'équivalent en fait du robinet. Tu sais, le robinet pour mettre plus ou moins de sural. Et bah ça, en fait, ce robinet, c'est de la grosse merde, c'est de la vieille technologie parce que tu crées une fuite dans ton système. Donc en fait, tu perds des tours de spool. Et c'est pour ça que Farine, il est pas con. Il a mis une Mac Valve, une solénoïde en fait qui gère son boost. Comme ça, tu n'as pas de fuite et tu déclenches comme tu veux. C'est électronique et ça marche super bien. Tu as le VVT, si jamais tu as du VVT sur ta caisse. Et puis allons-y quoi. T'as cru que c'était fini? Non, 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 faut que je te parle encore des systèmes d'injecteurs. Et ça, quand je vais t'expliquer ça, je pense que tu vas faire un AVC et tu vas te barrer de la vidéo et tu vas te dire, ouais, de toute façon, Speeduino, c'est de la merde. Mais écoute bien, parce que ça, c'est valable sur, je pense, beaucoup, peut-être même n'importe quelle gestion programmable. Bon, je dis peut-être une connerie parce que je sais pas, mais les problèmes des injecteurs de faible et haute impédance, tu l'auras sur plein de gestions prog. Donc, en fait, pour pas cramer ton Speeduino, il faut que tu mesures la résistance de tes injecteurs. Tu prends ton voltmètre, tu les mets au pin et tu regardes l'écran, ce qui t'indique. Tu peux en trouver des hautes impédances. Si c'est supérieur à 8 ohms, c'est que tu as une nouvelle technologie des années 90 à plus. Généralement, c'est des hautes impédances. Cependant, si tu as la mauvaise surprise de tomber sur des faibles impédances, moins de 8 ohms, en fait, ça veut dire que tu as une ancienne génération, une ancienne technologie qui fonctionne différemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que même moi, je ne les ai pas bien compris. Mais en gros, pour comprendre ces systèmes, j'ai parlé en fait au boss même de Speeduino. Donc pour te dire que j'ai le bras long, tu vois, pas que le bras d'ailleurs. Et du coup, il m'a bien expliqué comment ça marchait et comment je pouvais les appairer et tout. Parce qu'en fait, si tu appaires des injecteurs en parallèle, il faut savoir que si tes injecteurs ont la même résistance, en parallèle, tu divises la résistance par 2 parce que du coup, le courant, il peut passer par 2 endroits à la fois, donc la résistance de ton système diminue.
Par exemple, si tu as tous ces injos, c'est des injos de 12 ohms, et tu en mets deux en parallèle, bah, tu as une résistance équivalente de 6 ohms. Et là, je me suis dit, mais j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mais attends, mais si j'appaire des injecteurs de haute impédance, bah, du coup, j'ai une faible impédance et je ne peux plus les utiliser sur Speeduino, alors que dans les schémas, tu pouvais le faire, donc je ne comprenais pas. Et en fait, comme je t'ai dit, la faible impédance sur un injo, ça veut juste dire que c'est une haute technologie et qu'il faut que tu ajoutes des résistances en série et tout. C'est le bordel. Donc si tu as des hautes impédances dans ton système, tu changes tes injecteurs et tu en achètes des modernes, ok? En tout cas, si tu as des hautes impédances, même si tu les mets en parallèle, eh ben, tu peux les appairer. Parce qu'en fait, si tu calcules la résistance équivalente de ton système avec la loi d'Ohm, tu te rends compte que tu tournes genre à 3 ampères et ces MOSFET, les MOSFET qu'on a sur le système d'injection, c'est des 63 ampères à 100 degrés. Donc si tu les refroidis bien, tu peux même tirer 80 ampères dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça sert à rien que je te vende la carte avec des... Ça sert à rien en fait de faire comme moi et délocaliser les MOSFET et tout ça sur une plaque en alu pour les refroidir parce qu'ils sont tellement énormes que ça leur pose aucun problème. Donc voilà, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai expliqué, mais si je résume en une phrase, check tes injecteurs. Si tu as des hautes impédances, tu fais ce que tu veux, il ne va pas broncher, il n'y a pas de problème. Si tu as des faibles impédances, si tu fais des recherches, tu peux les faire marcher sur le Speeduino ou sur une autre gestion prog en mettant des grosses résistances en série avec, mais c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Autant changer tes injecteurs pour 70 balles, tu les as changés par des nouvelles technologies et tu n'as pas de problème. Donc voilà, maintenant on passe sur les bobines. Alors là en fait les bobines c'est comme les injecteurs, tu en as de deux types. Tu as les vieilles générations, c'est ce qu'on appelle des dumb coils, c'est des bobines qu'on appelle stupides parce qu'en fait pour les piloter, pour faire qu'elles déclenchent une étincelle, il faut leur mettre du gros 12 volts avec beaucoup d'intensité. Et ces bobines-là, tu ne peux pas les monter sur un Speeduino parce que lui, il peut déclencher juste des petits signaux de 0 à 5 volts pour dire « Ok, envoie la grosse sauce », mais il ne peut pas envoyer la grosse sauce lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc celles-là, tu peux les utiliser sur ta carte, sur Speeduino ou alors sur Megasquirt ou d'autres cartes. Tu as le même problème. Tu peux les utiliser à condition d'acheter un module supplémentaire qui s'appelle un igniter module. C'est en gros un truc qui transforme un signal de faible puissance en signal de haute puissance. T'en trouves, il y a Bosch qui en font, t'en trouves sur Autodoc, sur ce que tu veux. Et sinon, si tu veux pas te faire chier avec un igniter, tu sais pas le brancher ou quoi, et ben tu utilises des smart coils. Tu fais comme moi, tu mets une bobine de Golf 4 ou je sais pas quoi, qui a déjà en fait un igniter intégré en fait dans la bobine. Donc tu changes ta bobine, ou alors tu mets 4 bobines indépendantes de Golf TFSI, je sais pas quoi, machin truc, des trucs que tu trouves à la casse pour vraiment pas cher. Celles-là, c'est des bobines de niveau logique. Donc tu as ground, 12 volts, qui viennent directement de la batterie de ton, comment on appelle ça, de ton contact. Et ensuite, tu as un petit signal, tu as des petits pins un petit 5 volts que tu mets au Speeduino. Donc ça, tu peux utiliser. Et enfin, une dernière chose d'une extrême importance sur laquelle je vais commencer à m'énerver parce que sur Internet, quand tu tapes, tu tombes sur les forums ou sur des sites qui te racontent n'importe quoi. C'est genre ceux qui savent le moins qui tartinent le plus, comme dit Mario. C'est genre bullshit land et toi, tu sais pas. Donc t'écoutes, tu dis « Ah ok, c'est comme ça qu'il faut faire ». Tu appliques et puis tu es là, tu dis « Oh bah mon calculateur c'est de la merde, les capteurs ils font n'importe quoi, j'ai des pertes de synchro. » Mais non, c'est pas ton calculo qui pue la merde, c'est ton câblage qui pue la merde parce que tu as écouté les forums. Enfin bref, là ce que je vais vous apprendre c'est comment tirer des masses. Ça a l'air tout con comme ça, tu dis une masse, c'est partout la même masse, t'en as rien à foutre. Et c'est vrai, les masses ici c'est toutes les mêmes, toutes les masses que tu as tirées elles sont reliées. Sauf que, je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Tu as une masse qui part de la batterie, qui est reliée au calculateur. Et tu as une masse qui est reliée à la caisse de ta voiture. C'est normal. Et ensuite, tu as des masses que tu tires sur tes capteurs. Et des fois, tu es tenté de faire des raccourcis. Tu vois, tu as ce capteur, tu as la flemme de tirer un câble. On imagine qu'il est loin dans la voiture. Et puis, tu as la caisse juste à côté. Et donc, tu es tenté de faire quoi? De relier ce capteur-là, la masse, à la masse de la caisse. En te disant, c'est juste à côté, on s'en fout. Mais non, mon pote, mais non. Parce que quand tu as fait ça, tu as créé une putain de boucle. Une putain de boucle. Et qu'est-ce que c'est une boucle? Une boucle, c'est une bobine, c'est une antenne. Et quand tu as fait une boucle comme ça, tu as des différences de potentiel qui oscillent.
Et ça fait quoi? Ça fait des interférences. Donc, tes capteurs, là, celui qui se trouve, ce qui se fait boucaquer au milieu, là, et ben lui, il comprend rien à sa vie parce qu'il se prend des hertz dans sa gueule. Donc voilà, ça, tu évites, quand tu veux tirer des masses, tu les fais proprement. Tu évites de faire ça. Tu fais partir, tu as une masse qui part sur la caisse, une masse propre qui part sur le calculo. Tu ne tires pas une masse de la caisse pour partir sur le calculo, évidemment. Ensuite, tes capteurs, chacun, indépendamment, tu fais pas des putains de boucles, tu les pontes pas comme ça. Tu tires pour chaque truc, tu tires une masse propre du calculateur. Comme ça, t'as pas de boucle, tu as tous tes trucs qui partent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et un deuxième truc sur lequel il faut que je t'explique, c'est sur les capteurs de Vilebrequin et d'Arbrecam. Il faut que tu les blindes. Le blindage, en fait, c'est un revêtement métallique autour d'un câble qui est tressé. La tresse, ça sert en fait justement à éliminer les interférences, tu vois, avec des champs vectoriels tournants. Bref, je ne vais pas t'expliquer les trucs de la place de mes couilles, mais en gros, ton blindage, il y a des gens qui disent qu'il faut le relier des deux côtés. Donc d'un côté, tu le mets genre à la masse voiture et de l'autre côté, tu le mets au ground du calculo. Mais non! C'est la plus grosse connerie qui soit au monde. Ta masse, enfin ton blindage, là, il faut qu'il soit relié à une masse propre du calculateur. Tu vois ce que je veux dire? Et tu le relis que d'un côté, tu relis pas à une autre masse ici parce qu'après tu fais une putain de boucle. Donc tu évites les boucles. Et là, si je suis sûr de ce que je dis, c'est parce que déjà j'avais un doute et après j'ai demandé à Mio Maker, donc c'est mon pote l'électronicien, le mec il fait des Xbox 360 portables qui font la taille d'une PSP. Le mec c'est le boss ultime de l'électronique sur internet et je lui ai demandé. Et c'est lui qui m'a expliqué comment ça marche ces putains de boucles de masse. Et du coup, c'est pour ça que mon information, franchement, je pense que là, ce que je te dis, c'est relativement fiable. Dis-toi une chose, écoute pas ce qu'on voit sur Internet. Parce que sur Internet, qui est-ce qui perd son temps à écrire de la merde sur les forums, à part les vieux branleurs qui ont écouté des mi-turbins et qui ont rien d'autre à faire de leur vie que tartiner leur merde. Parce que les gens qui savent, ils font quoi? Eh bien, les gens qui savent, ils monétisent leur savoir. Les gens qui savent, ils travaillent, ils bossent. Et ils n'ont pas que ça à foutre que d'expliquer. Méfie-toi d'Internet et fais gaffe à comment tu tires tes masses. Et normalement, si tu fais tout ça propre, déjà, sache que d'origine, ta voiture, elle est câblée correctement. C'est juste toi. Si jamais tu tires des fils, fais pas le con, tire-les bien. S'il y a plein de ground, s'il y a plein de GND sur le calculo, c'est pas pour rien. C'est pour que tu aies des grounds à tirer proprement sur chacun de tes capteurs. Voilà, sur ce, on passe dans la voiture et on essaye de faire démarrer cette caisse. Aïe. Nous revoilà dans la merguez, devant le logiciel Tuner Studio. Donc là, on continue ce tutoriel par la partie Jean Puissant informatique. Donc je pars d'un projet vierge. Là, ma voiture ne tourne pas parce que je viens de créer un nouveau projet vierge et j'ai formaté mon Speeduino d'avant. Et je vais vous montrer comment faire démarrer votre voiture selon mes humbles connaissances. Peut-être je vais me faire tacler par des tuneurs professionnels, mais j'en ai rien à foutre. L'objectif, c'est que je vous aide le plus simplement possible à démystifier un petit peu les secrets du tuning pour que tu puisses faire démarrer et tourner ta caisse. Donc première étape, tu prends ton câble USB, tu le branches à l'envers sur ton PC. Tu as le logiciel Tuner Studio où tu as créé un nouveau projet. Ça se connecte et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on part de zéro pour tout paramétrer jusqu'à ce qu'on arrive à faire démarrer la voiture. Donc la première étape, c'est que tu vas aller dans File, tu vas faire Load Tune et tu vas mettre un Base Tune, ce qu'on appelle. C'est genre une petite fondation qui va te permettre d'avoir quelque chose d'où partir, une base un petit peu pour régler. Donc là, j'ai chargé une base tune et là, si tu vas dans VE table, tu verras qu'il y a une table qui s'est créée, du coup, une table d'injection. Tu as aussi une table d'AFR, d'allumage, bref, c'est une base tune. Maintenant, on va aller, première chose, dans Settings et on va paramétrer les engines constantes. Alors en fait, les engines constantes, c'est des trucs de base, c'est-à-dire comment tu fais pour piloter ton moteur. Tu le pilotes en séquentiel, en semi-séquentiel, etc. Donc moi, je vais mettre en séquentiel parce que j'aime jouer avec le danger. Donc là, dans Squared Per Engine Cycle, tu mets 2.
cherche pas à comprendre, mais tu mets 2. Injector staging, tu mets alternating, parce que il faut que, du coup, je suis en séquentiel. Mais toi, si tu te mets en simultaneous, ça veut dire que ça gicle en... Ça veut dire en gros que tu n'utilises pas ton capteur d'arbre à cam. Donc alternating, là, 4 stroke, c'est un moteur 4 temps, 4 cylindres, 4 injecteurs. Even fire, ça tu touches pas, donc c'est déjà bien réglé. Ensuite, moi je me mets en séquentiel, mais toi tu peux me mettre en semi ou apéré, tu fais ce que tu veux. Mario me disait que c'est plus facile de démarrer ta voiture en mode paired, mais il faut que tu aies fait le câblage de tes injecteurs en conséquence. Moi, ils sont câblés pour du séquentiel, donc je dois me mettre en séquentiel. Ensuite, le injecteur pairing, ça veut dire comment ils sont appairés. Ils ont 2 possibilités, soit tu as le 1 avec le 3 et le 2 avec le 4, soit le 1 et le 4 et le 2 et 3. Donc moi, je ne sais pas exactement, je connais pas par cœur, donc j'ai noté sur un papier, ça dépend de ton moteur en fait. 1 plus 3 et 2 plus 4. Voilà, ça c'est le truc de base, peut-être que tu auras le même, peut-être pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas y toucher. Required fuel, ça c'est la quantité. En fait, c'est une valeur sans vraiment d'unité qui détermine la quantité de fuel qui va être utilisée dans ta map d'injection. Donc pour ça, tu rentres Engine Displacement. Moi, j'ai un 1,6 litre, donc je mets 1600, j'arrondis, je m'en tape, on n'est pas à 1 cm3 près. 4 cylindres, injector flow, ça dépend de tes injecteurs. Donc si tu achètes des 750 cc, tu mets 750. Moi, mes injecteurs, c'est peut-être des... Je mets 220 cc, vas-y, je mets 220, on verra bien ce que ça donne. Parce que moi je connais pas, c'est des trucs d'origine et je sais pas ce qu'ils ont dessus. Je remets 220 parce que j'avais pas coché cc par minute. Et là je mets forcément c. Oh là là, j'aurais dû faire ça avant. Bon, on reprend. On met 1600, tout en cc, boum boum, cc par minute. Air fuel ratio 14,7. Que tu es à l'éthanol ou pas, tu mets 14,7 ici et tu fais pas chier. Tu fais OK et tu fais burn. Donc là, tu as fait une étape sur 10, on va dire. Ensuite, deuxième chose, tu programmes le trigger setup. Ça, sans ça, si tu as mal paramétré ici, ton moteur, il va jamais démarrer de ta vie. Ça, en fait, c'est la configuration de ton volant moteur avec le capteur d'arbre à cam. Donc moi, j'ai de la chance. Là, c'est déjà paramétré parce que moi, j'ai une configuration assez classique. J'ai une missing tooth. Là, ça veut dire que j'ai une dent manquante, mais tu as plusieurs types ici, tu vois. Tu as des trucs par défaut de Jeep, de Ford ST100. Ouah, trop bien. Mais moi, j'ai du missing tooth, 36-1. Crank speed, parce que c'est le premier truc qui va être pris en compte pour l'injection. Trigger angle, ça, il faut que tu le mesures. Il faut que tu prennes ta lampe stroboscopique. Par exemple, si tu ne sais pas du tout, eh ben, tu commences, tu mets 90, tu flashes, tu vois si c'est ça. Ensuite, tu fais moins 10, tu flashes, tu vois si c'est ça. Moi, il y a des mecs sur des forums qui ont dit que c'était ils ont dit soit 80, soit 280. Donc moi, j'ai testé les deux et il s'avère que le 280, c'est bon. Je l'ai testé dans la précédente vidéo. Data. Ensuite, trigger edge. Moi, je mets rising. Ça peut être falling, ça dépend si tu as inversé les polarités ou quoi. Tu testes et tu vois. Là, je mets un tout petit peu de filtering. Voilà, je mets weak parce que c'est rigolo. Là, pour ton arbre à cam, soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas. Moi, je l'utilise, donc je mets single tooth cam. Et je fais burn. Voilà, tu as fait la deuxième étape sur 10. Ensuite, il va falloir calibrer tous tes capteurs. Donc déjà, le TPS, c'est le capteur de l'accélération. Tu fais get current. Tu l'enfonces à fond. Tu fais get current et tu fais accept. Voilà, donc là, ça marche. Quand je suis à fond, c'est 100%. Quand j'ai lâché, c'est 0. Là, tu sais que tu es bon. Ensuite, tu fais pareil avec tes capteurs de température. Le pressure sensor, normalement, tu n'as rien à faire. Il est déjà présélectionné dans ta base map. Donc là, tu vois, il est à 99 kPa. Ça veut dire 1 bar, grosso modo, de pression atmosphérique. Donc ça, tu t'y touches pas. Par contre, si tu changes ton capteur par un capteur 3 bars ou autre chose, là, tu vas le recalibrer. Mais bon, température sensors. Là, je vais commencer par le coolant température. Donc c'est le liquide de refroidissement. Moi, les miens, c'était des Ford. Les Ford, ils sont pas bons. Dans la première vidéo, vous avez vu que mes valeurs étaient totalement à l'ouest. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des capteurs avec le même pas, avec globalement la même forme, de chez General Motors. Et eux, ils font des bons capteurs. Donc, j'en ai acheté de chez GM et j'ai remplacé les miens. Et donc, j'ai juste à prendre GM. Et normalement, ça a marché. Temp,
Voilà, c'est parfait. C'est parfait. On est à 16. Le inlet air, il est pas bon, mais on va le laisser comme ça. On va pas se faire chier parce que lui, j'ai pas eu le temps de le changer. J'ai commandé un truc sur AliExpress, il arrive dans un mois. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que tu calibres? Potentiellement ton air fuel ratio. Tu fais calibrate AFR sensor. Moi, ce que je préfère faire, plutôt que prendre des trucs présélectionnés, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Je fais un custom linéaire WB et ensuite tu rentres tes valeurs. Tu prends ta documentation de chez le pélo chez qui tu as acheté ton capteur d'oxygène. Et donc là, normalement, le pélo, il te fournit un tableau de linéarité. Yes, on n'est pas sorti de la verge. Bon, ici, analog output scaling table. Là, tu vois, il dit qu'à 0,5 volts, tu as un AFR de 8,50. Et là, à 4,50, tu as 18. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Ici, je tape 0,1 en volts, je tape 0,5. Ensuite, 4,5, 19. Normalement, tu dois faire pareil avec tes injecteurs. Si jamais tu as acheté des injecteurs, ils t'ont fourni une datasheet. Si tu n'es pas con comme moi et tu achètes des chinoiseries de merde à 120 €, et normalement, tu as des datasheets à chaque fois sur toutes les pièces que tu achètes. Pareil sur tes capteurs, tu as des tableaux et tout. Et tu peux rentrer tes valeurs manuellement. Mais moi, je fais beaucoup du au pif parce que c'est des trucs d'origine et personne ne sait leurs valeurs en fait. Et là, je fais write to controller et là, normalement, j'ai calibré ma lambda. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de démarrer la caisse et on va voir ce que ça donne. Sauf que moi, ce que je vais faire déjà avant, c'est dans AFR Table, je vais multiplier toutes les valeurs par 2. Toi, déjà, tu essayes de base comme ça, parce que normalement, ce tableau, il est calculé en fonction du premier paramètre qu'on a mis. Là, on a mis le required fuel. Et ce facteur-là, il va servir à... En fait, il sert au logiciel à calculer chaque valeur dans la table. Sauf que moi, je me suis planté dans la taille de mes injecteurs, donc je sais qu'il faut que je multiplie la table par 2. Donc j'ai tout sélectionné, tout multiplié par 2 et normalement ça devrait aller. Ah oui, non, on a oublié un truc avant de démarrer sa caisse, le idle control. C'est un truc hyper important, c'est le contrôle du ralenti. Là, pareil, ta valve de ralenti, il faut que tu la connaisses. Soit tu la connais, soit tu testes des valeurs au pif jusqu'à ce que ça marche. Donc là, tu as une valve, normalement, si tu n'en as pas, il faut que tu ouvres un tout petit peu le ralenti, sinon ton moteur il pourra pas démarrer parce qu'il n'a pas d'air. Mais moi je sais que ici c'est une valve, c'est une vanne de 120 Hz, donc je rentre sa valeur. Je la mets en open loop pour l'instant, et on verra ça plus tard. Là je laisse tout par défaut, je fais burn, et il faut que je modifie un petit peu les cranking duty cycle. Quand tu cranks le moteur, quand tu vas essayer de le démarrer, c'est à quelle fréquence va battre ta valve. Plus elle va vite, plus tu mets de l'air. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Plus tu mets une valeur élevée ici, plus la valve elle met de l'air dans ton moteur. Moi, j'ai pas besoin d'un truc aussi élevé. Donc je baisse un petit peu, sachant que si tu mets 100%, ta vanne elle est pas linéaire. À 0, c'est pas 0 et à 100, c'est pas 100. En fait, tu as une plage de fonctionnement potentiellement entre genre 30% et 70% sur laquelle elle va marcher au top et au-dessus ça va rien faire de plus et en dessous ça va rien faire de moins. Donc voilà, tu as une plage à peu près entre 67 et 33, mais pareil ça dépend de ta valve, il faut que tu la connaisses. Moi j'ai juste fait des essais jusqu'à trouver le bon truc, mais moi je mets à peu près ici comme ça va tourner comme de la merde mais c'est mieux que rien. Priming pulse width, ça c'est important. Alors moi je suis à l'éthanol et j'ai des injecteurs vraiment ridicules. Donc le priming, c'est en gros la petite giclette que mettent les injecteurs dès que tu mets le contact. Une petite giclette pour aider le moteur à démarrer, tu vois. Donc en gros, plus tu as le moteur froid, plus qu'il faut que tu mettes une grosse giclette. Parce que j'ai des injecteurs tellement petits qu'il faut que je mette une valeur de gros port là-dedans. Sinon mon moteur il tournera jamais. Donc voilà, je vais mettre une valeur de port. Je vais tirer un peu la courbe. Voilà, on va dire ça comme ça, on fait burn, là je mets tout à peu près au pif. Mais toi, si tu as des gros injecteurs, tu fais gaffe avec ce paramètre. Si tu as des trop gros injecteurs et tu mets une valeur trop élevée, tu noies ton moteur. Parce que tes injecteurs, ils s'ouvrent trop longtemps et ça fait une piscine municipale dans
dans ton engine et c'est pas cool. Moi je sais que je dois mettre beaucoup, mais toi, tu commences petit, tu kicks, tu vois, tu commences petit et tu augmentes si nécessaire, mais tu fais gaffe parce que tu peux le noyer. Donc, ok, cranking settings, là c'est l'enrichissement pendant le kick. Moi je sais que mon moteur il termine son ralenti, enfin son kick vers 350, donc je mets 350 ici. Fluid clear level, ça c'est si jamais tu as noyé ton moteur. Tu enfonces ta pédale et tu kicks, et si ta pédale est enfoncée plus de 80%, ton calculateur il comprend que tu essayes de dénoyer le moteur et donc il n'injecte plus rien. Oh, ça j'augmente beaucoup plus, ça je mets une valeur de port. Hein. Je sais pas si tu dois faire comme moi ici, mais moi je sais qu'à l'éthanol je dois enrichir comme un porc avec mes petits injecteurs. Donc je mets beaucoup. Cranking advance, vas-y je mets un petit peu plus d'avance au cranking. La fuel pompe. Ma fuel pompe, ça dépend de où tu l'as mise. Si elle est par défaut, elle est par défaut. Moi je sais que j'ai changé la patte, je ne l'ai pas mis sur la patte par défaut et je l'ai mis sur la patte 47 je crois. Ouais. Et ensuite moi je mets 2 secondes parce que ça sert à rien de pomper dans le vide. Voilà, tu fais close. Et ensuite, eh ben, c'est le moment de vérité. C'est parti. On essaie de démarrer. On attend que la sonde échauffe. Si je suis un grand zub, ça va partir. Parce que je connaissais un petit peu mes paramètres. Mais j'ai peut-être pas tout mis parce qu'il y en a plein. C'est un cockpit d'avion le truc. J'ai pas de vitesse sinon on va mourir. C'est bon. C'est pas encore tout à fait bon. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? On va mettre plus de fuel. Maximum, je vais le mettre à 500. Normalement, quand Mario il va voir ça, il va dire, il va s'évanouir. Mais ouais, j'ai des injecteurs ridiculement petits. J'attends encore qu'ils reviennent du test. En fait, j'ai fait tester les nouveaux que j'ai achetés. Bon, je fais burn. J'espère que je ne vais pas noyer le moteur parce que là, j'ai l'impression que je force un peu comme un porc. On réessaye. J'ai pas modifié le dwell. J'ai oublié de modifier le dwell dans l'allumage. Pour mon dwell, c'est genre 6 au cranking, 3 millisecondes au running et spark duration 1 milliseconde, pardon. On réessaye. Ça prend 0. Attends, mais est-ce que j'ai une pompe à essence? J'entends pas la pompe à essence. Fuel pompe. Ah mais j'ai pas de pompe à essence. Je me suis trompé sur ma pompe à essence. C'était pas le pin 47. Alors lequel c'était? Bah voilà. Ah merde, j'ai un AFR tout pourri. Là je suis extrêmement pauvre, donc je sélectionne ma map et je mets du jus. Je mets du jus avant de casser le moteur. Putain, si j'avais pas surveillé l'AFR et j'aurais étouffé, enfin j'aurais calé le moteur. Bon, donc tu as compris que ton ralenti il va être tout pourri. L'AFR il sera pas bon. Donc tu cibles ta zone de ralenti. Tu vois, moi j'oscille entre les cases 36 et 30. Donc je sélectionne ça et j'enrichis ou j'appauvris avec les flèches et ça enregistre automatiquement et à la fin tu fais burn. Donc voilà, là j'ai un ralenti qui est à peu près bon. Alors quand le moteur est froid, c'est pas la même chose que quand le moteur est chaud. Donc toi, tes réglages, si tu veux pas te tirer une balle dans le pied, tes réglages, tu attends moteur chaud. Aussi, un autre truc, tu vois que mon ralenti il est à 1400 tours. C'est beaucoup trop élevé. Donc ça, j'ai juste à aller dans Idle PWM du T-Cycle et je baisse mes petits points. Je les diminue. Et systématiquement, tu vas voir que ton ralenti va baisser. Parce que là, je diminue la fréquence de ma valve. Donc là, idéalement, je dirais moteur froid, tu mets à peu près à 1100. Moteur chaud, tu vises à 900. Mais je te conseille d'utiliser un petit peu plus, de mettre plutôt 1000. Parce qu'il faut savoir que ton moteur, lorsque il y a le ventilateur du refroidissement qui va s'activer, lorsque tu vas mettre les pleins phares dans des situations communes, on va dire, eh ben, ta tension de la batterie elle va chuter, ça va pomper du courant sur l'alternateur et ça va augmenter la charge du moteur, donc ton ralenti va systématiquement chuter et tu vas peut-être caler ton moteur. Donc autant mettre un ralenti un petit peu plus élevé, comme ça tu es sûr.
mon AFR est bon, donc ça c'est cool. Et sinon, là je t'ai montré le pilotage en open loop, c'est en boucle fermée, c'est-à-dire que tu donnes une fréquence qui sera constante et cette fréquence elle ne s'adaptera pas en fonction des situations. Si tu es un pimp, si tu es un vrai pimp, tu mets le pilotage en closed loop. Alors là si je clique je tue le moteur, donc je ne vais pas cliquer, mais le closed loop, bah tu sais quoi, je vais le faire, vas-y nique. Quand tu es un pimp, tu te mets en closed loop et ça veut dire un pilotage en boucle fermée. C'est un système asservi qui regarde les RPM en temps réel et qui adapte la charge du ralenti en fonction de la charge du moteur. Donc là, pour ça, c'est extrêmement chiant. Donc si tu as des jours à perdre, et bah, tu programmes ici des coefficients. Donc ça, tu les changes, tu mets 0,10, tu mets 0,11, voilà, tu joues avec tes paramètres, tu les augmentes, tu les baisses, jusqu'à ce que ton ralenti soit bon. Et donc ces valeurs aussi, très important, tu mets le maximum valve duty et le minimum. Alors moi, pour ma vanne, je sais que c'est 65 parce que j'ai testé, tu vois. Et là, je mets 35. Ça, c'est l'intervalle entre lequel le réglage, enfin l'asservissement va se faire. Si tu laisses les valeurs par défaut, ça va faire de la merde. Et donc tu joues avec ces valeurs jusqu'à ce que tu aies un bon ralenti. Donc bah, tu sais quoi, vas-y, j'illustre. Ça sert à rien que je raconte ma vie, n'est-ce pas? Là, tu essayes, tu mets un petit peu plus. T'accélères, tu vois comment ça réagit. Là, tu vois, quand j'accélère, mon moteur, quand il retombe dans les tours, il est en train de caler. Donc là, ça veut dire que j'ai pas une bonne valeur. Donc j'essaye autre chose. Ici, j'augmente un petit peu le coef. Là, ça va, mais ça redescend un petit peu trop. Bon, et bah je diminue un petit peu. Voilà. Bon, bref, t'as compris le concept. Tu joues avec tes valeurs jusqu'à trouver les bonnes et tu fais comme ça pour tout. Donc là, je t'ai appris les bases, vite fait, pour démarrer ton moteur et avoir quelque chose d'un tout petit peu correct. Je t'ai pas montré Autotune parce que je maîtrise pas encore l'outil. Je t'ai pas montré non plus comment on fait les réglages, le mapping sur la route et tout ça. Je maîtrise pas encore, mais voilà. Déjà là, que tu es du Mega Squirt ou du Speeduino, normalement, avec ma vidéo, tu es censé pouvoir au moins démarrer ta caisse et tenir un ralenti. Bon.